Bienvenue dans PAF, deuxième partie. Si vous nous rejoignez, toujours avec Ludivine Ritori, Maxime Guény qui nous accompagne. Et on a la joie d'accueillir aujourd'hui Olivier Delacroix sur ce plateau. Bonjour Olivier Delacroix. Merci d'être avec nous ce soir. On a plein de choses à se dire. On a plein de questions à vous poser. Évidemment. Parfait. Olivier Delacroix, regardez, il y a votre CV qui s'affiche à l'écran. Vous avez fait tellement de choses. Hein, vous, le CV, c'est bon, il n'y a pas de faute. Non, mais vous dites, ça va. Sinon, non, c'est le principal. Là. Ouais. Oui, voilà, le principal. Voilà, effectivement, dans les yeux d'Olivier, bien sûr, qu'on connaît tous, et la libre antenne, on va s'en parler sur Europe 1, parce que là aussi, vous avez beaucoup de témoignages, évidemment. Qui ne connaît pas Olivier Delacroix, vous savez faire parler les gens, recueillir des témoignages très forts, des témoignages sociétaux. Les gens se confient à eux, parfois sur des sujets extrêmement difficiles, et vous avez ce talent justement de pouvoir aider les gens à se confier sur un événement de vie, sur une maladie. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, c'est une émission immédiate, Olivier Delacroix. J'ai envie de vous poser la première question. Vous regardez quoi à la télé? Alors moi, je regarde beaucoup de séries. Je suis très... beaucoup de séries américaines. Je suis très série Narcos, Top Boy sur Netflix, qui est excellent en ce moment. Snowfall. Sont les dernières, vraiment la série qui m'a... Vous êtes un gros consommateur de séries sur les plateformes. Voilà, et puis après beaucoup de documentaires. Ça c'est sur la télé linéaire. Sur MyCanal, en fait, où il y a un grand choix aujourd'hui et où finalement on retrouve un peu toutes les chaînes. Hein. Oui, mais vous ne consommez pas la télé en linéaire, non, pas trop? Je regarde ma copine Julia Vignali quand je peux, depuis peu, et je trouve qu'elle est formidable. L'après-midi, donc, ça conclut. Je ne rate pas... Vous la regardiez dans Télématin ou pas? Non. Maintenant, je me couche, vous savez, avec la libre antenne d'Europe 1, je me couche très tard. À quelle heure vous vous couchez? Je me couche à 3h30, 4h tous les matins. Oui, mais vous rentrez à quelle heure? Je rentre à 2h chez moi, mais vous savez, le temps de redescendre. Ah oui, je connais bien. Vous connaissez? Je connais par cœur. C'est difficile d'aller se coucher après, donc vous vous couchez très très tard la nuit. Et j'essaie de me refaire régulièrement... les chaînes d'infos, je regarde pas mal quand je me lève, ça. Et puis complément d'enquête, jeudi investigation. J'essaie de tout le temps de pas trop prendre de retard. Voilà. Et les grandes soirées infrarouges de France Télévisions aussi, où il y a quand même une qualité de documentaire excellente. Donc voilà. Mais je suis pas très... Alors, on va parler d'une émission La robe de ma vie, c'est ça? C'est ça. On va parler de cette débrief dans un instant, vous allez voir, vous allez adorer. On attend surtout je vais vous donner mon avis vraiment pur. Exactement, votre avis, ça, vraiment, il nous intéresse, effectivement. Ça, on en parlera après, effectivement, La robe de ma vie sur Sister. Un mot justement sur cette libre antenne sur Europe 1. Vous avez beaucoup de témoignages très forts, notamment vous avez eu des témoignages sur des personnes qui sont atteintes d'un Covid long, par exemple, d'un père qui s'inquiète aussi pour la santé mentale de son fils. Comment vous, pas caster, c'est pas le bon terme, mais comment vous arrivez à trouver effectivement ces témoins et comment vous y prenez pour les aider à être en confiance et à pouvoir se confier? C'est bien, je me rends compte parce que c'est moi qui pose les questions généralement. Là, je me rends compte que vous posez en une question, il y en a 3-4. Alors, beaucoup de gens appellent cette libre antenne parce qu'en 4 ans, on a vraiment gagné. Quand Europe 1 a fait le pari de me mettre sur cette libre antenne, c'était justement pour amener une touche sociétale. La libre antenne, elle était traditionnellement assez psycho. Donc moi, j'ai élargi. Et donc, Covid long, la santé mentale d'un enfant, mais ça peut être une histoire d'amour qui tourne mal, ça peut être le placement des enfants, aussi bien que des problèmes de voisinage. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Et ce sont toujours des gens qui ont des problèmes, entre guillemets. Qui ont envie de parler. On a tous des problèmes. Mais le principe de la libre antenne, vous me demandiez comment j'arrivais à gagner leur confiance, c'est l'écoute. En fait, vous le savez, ma chère Pascale, nous sommes dans un milieu où l'ego est un peu plus surdimensionné et où de nombreux confrères et consoeurs ça balance. Toutes les 10 secondes ou toutes les 15 secondes, il faut intervenir. Or, je pense que naturellement, moi, parfois, c'est un de mes potes qui me disait ça l'autre jour, j'ai chronométré pendant 2 minutes 10, on t'a pas entendu intervenir.
C'est énorme. Alors, vous qui nous regardez 2 minutes 10, vous dites 2 minutes, c'est rien. Mais en télé ou en radio, c'est un temps infini. La radio en 2 minutes 10, bon, ça passe. Mais l'écoute, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où beaucoup de personnes ont l'impression de ne plus être écoutées, entendues. Et donc, du coup, je pense que depuis Dans les yeux d'Olivier, et puis ensuite avec la libre antenne, c'est cette confiance-là que je gagne en écoutant attentivement celles et ceux qui veulent bien me parler. Et vous avez le droit... Est-ce qu'on vous met des barrières? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le droit d'aborder tous les thèmes? Est-ce que... Que ça soit sur France 2, aussi bien que sur Europe 1, on ne m'a jamais mis la moindre barrière, non. Non, je crois. On ne dit pas il y a des thèmes, c'est pas très fédérateur. Non, parce que je ne devrais pas parler de ça. Non, je pense que depuis le début, je fais preuve aussi de limite. On n'est jamais dans le pathos, on n'est jamais dans le voyeurisme. Et puis, je protège beaucoup celles et ceux qui me parlent, parce que parfois, la confiance, l'émotion les emmènent plus loin que ce qui est permis de raconter ou de voir à la télé ou à la radio. Donc, c'est important de... Vous avez plus de liberté en radio ou en télé? En radio. En radio. Ouais, en radio. Oui. Oui, bah oui. Ah oui. Mais oui, et c'est pour ça que la radio, d'abord, c'est en direct. Et puis, la radio est un média très vivant, très instantané. Et puis, lorsqu'on va acheter sa baguette de pain, le lendemain, Dans les yeux d'Olivier, c'est pas la même que quand vous êtes passé sur la libre antenne. Lorsqu'on s'engage pour se raconter à la télévision, bon, c'est un sacré engagement. Quelle est la chose la plus insolite que vous ayez eu à gérer en direct pendant la libre antenne? Une personne qui voulait mettre fin à ses jours. Oh mon Dieu. Ça m'est arrivé 2-3 fois depuis 4 ans. Et ce sont je ne dirais pas insolites, mais les situations les plus compliquées à gérer. Ouais. Sont les plus embarrassantes. Et vous avez réussi à leur sauver la vie? Non. Je n'ai sauvé la vie à personne. À ce moment-là, Olivier. Non, mais à ce moment-là, vous avez une responsabilité parce que vous êtes avec quelqu'un qui est vraiment au bout. Et oui, il faut bien peser les mots qu'on emploie et essayer de... Et vous avez réussi. Mais si, quand même. C'est moi qui vous le dis. C'est formidable ce que vous arrivez à faire. Ouais. On se dit les choses quand même. Oui, mais enfin, je n'ai pas sauvé la vie. En tout cas, j'ai fait en sorte que ces personnes, une fois qu'elles raccrochent, parce que l'engagement, c'était qu'elles me rappellent semaine après semaine, nous avons, avec mon équipe de la Libre Antenne, parce qu'elle est très importante, on a réussi à établir d'abord à peser les mots, l'intervention, et puis ensuite à établir un contrat, de trouver des choses pour se raccrocher un peu, quoi. Voilà. Alors, vous nous disiez tout à l'heure, pour repasser dans un tout autre registre, c'est vrai que quand on descend dans la rue acheter sa baguette de pain le matin et qu'on a fait Dans les yeux d'Olivier la veille, forcément, c'est pas la même. C'est vrai que vous êtes très identifiable, notamment, pardon de changer de sujet, mais grâce à votre coiffure, à vos dreads, et vous vous êtes confié à ce sujet. Ah. Vous la reprochez, ça, en télé, d'avoir des... Non, jamais. On vous a demandé de les couper? Non, pas vraiment. Je pense plutôt que ça a été une gêne pour... À différents moments de ma carrière. Ouais. Certains patrons des programmes me regardaient avec une certaine terreur dans les yeux. Mais pourquoi ça ne faisait pas propre de mettre quelqu'un avec des dreads? Mais c'est pas que ça ne fait pas propre, c'est que je pense être aussi propre que vous, je les lave. Non, parce que c'est un peu... Mais non, mais c'est juste que si vous voulez, ce milieu est tellement lisse, est tellement... il faut être bien habillé, il ne faut pas rien dépasser. Ah d'accord, on est trop aseptisé, c'est ça. Mais il a raison. C'est pour ça. Non, mais c'est vrai. C'est un choix, cette coiffure, ces dreads. À votre avis, Pascal? Oui, mais dites-moi, racontez-nous. C'est arrivé vraiment par hasard. Ma mère détestait en fait ses cheveux toujours frisés, mais que je ne peignais pas. Un jour, avec ma tante, elles m'ont attrapé. J'avais 20 ans. J'étais dans mon bain, 18 ans peut-être même. Oui. Et puis, elles m'ont démêlé les cheveux, mais elles me les ont tellement abîmés ce jour-là que je partais ensuite au Costa Rica pendant 2 mois et demi avec mon frère, et que surf tous les jours, plus soleil, plus sel, plus surf, plus sel, plus soleil, plus surf. Ma mère m'a vu revenir avec ses lianes. Elle a dû adorer, elle a dû kiffer votre maman. Et vous voulez que je vous dise vraiment, j'aimais pas les cheveux frisés, c'est chiant les cheveux frisés. Et en fait, c'est vraiment, je le prends vraiment comme un don, parce que ça pousse depuis maintenant plus de 35 ans comme ça. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais tu fais des tournis, enfin voilà, parce qu'il y a
Non, je ne fais rien. Oui. Ça pousse, vous voyez, normalement. Vous n'allez jamais chez le coiffeur. Jamais. Et puis après, c'est incroyable. Et je défie un quelconque coiffeur de dire qu'il m'a vu chez lui depuis 35 ans. D'accord. Ah, vous n'êtes jamais allé chez le coiffeur depuis 35 ans? Il soigne. Il est là, il a une bonne hygiène. Oui, évidemment. Ah oui. On est d'accord. Vous savez que c'est la question qui revient régulièrement. Mais j'en sais quelque chose. Vous les lavez? Oui. Bon, allez, on a fait le truc capillaire, on passe à autre chose. Mais on adore parce que c'est votre particularité en télé, Olivier. Et en même temps, c'est vrai que la particularité, c'est qu'une personne me voit une fois et elle enregistre. C'est un de mes potes présentateurs de foot à Canal+, qui me dit c'est dingue, je passe 20 fois plus que toi à l'antenne et dans la rue, c'est toi qu'on reconnaît. Donc c'est... Oui, j'ai une tronche particulière, je le sais. Ben voilà, c'est ce qui fait votre spécificité ludivine. Est-ce que vous pensez justement que ça vous a fermé beaucoup de portes d'être un ovni, entre guillemets, un ovni télévisuel? Écoutez, vraiment aujourd'hui, je suis tellement comblé par la carrière que j'ai que si ça m'a fermé les portes... C'est que c'était pas les bonnes. Voilà, je pense que j'ai eu la chance de pouvoir affirmer mes convictions dans ce métier, d'avoir eu aussi, et je le dis parce que c'est super important, depuis maintenant plus de 5 ans, des patrons, et avant eux, mais à France Télévisions, qui ont protégé dans les Jeux d'Olivier, qui m'ont protégé, qui ont continué. Ça fait 12 ans maintenant que ce programme existe. Et il y a une conviction de ma part qui a été appuyée par mes boss à France Télévisions. Donc du coup, voilà, entre la libre antenne Europe 1 et dans les Jeux d'Olivier, croyez-moi, je suis très occupé. Et donc du coup, si des portes se sont fermées à cause de ça... C'est pas bien grave. Allez, on va arrêter la séance coiffure, là, on va refermer la porte du salon de coiffure. Voilà. On a quand même fait 3 minutes. Non, bah oui, mais d'accord, mais c'est votre spécificité, Olivier. Voilà, on reconnaît grâce à ça, les téléspectateurs s'interrogent. Voilà, ça vous va très bien. Ça vous va très bien, ne changez rien. Dites-moi, je voudrais qu'on revienne, on parlait de L'amour est dans le pré tout à l'heure, effectivement, qui arrivait encore en tête hier. Vous avez des coups de gueule, Olivier, vous dites ce que vous pensez, notamment sur ce programme. On va voir ce que vous aviez déclaré et on va voir ce que vous en pensez aujourd'hui. Ça va s'afficher sur votre écran. Je n'aime pas du tout cette émission. Je sens que tout est faux dans cette émission. Pour moi, L'amour est dans le pré fait partie de ces émissions qui se jouent des sentiments et des émotions. Est-ce que vous pensez toujours ça? Alors d'abord, je voudrais vous dire une chose, c'est que je regrette profondément, de manière instantanée, d'avoir dit ce que je pensais. Vous auriez bien fait de ne pas dire ce que ça veut dire que vous le pensez quand même. Non, mais parce que c'est avec un de vos collaborateurs, Damien, qui est régulièrement avec vous. Damien, et puis, je ne m'attendais pas du tout à cette question. Je vous avoue en plus que, comme je suis quelqu'un de très spontané, de très franc, je ne me prépare pas. Et puis, il y a des règles dans ce milieu. Et une des règles, c'est de ne pas balancer sur les petits copains et les petites copines. Oui, mais vous avez le droit de plus ou moins aimer le programme. Ça, je trouve Karine Le Marchand extrêmement douée pour ce qu'elle fait, extrêmement intelligente. Et mes mots ont dépassé ma pensée. Je lui en ai fait mes excuses, d'ailleurs. Elle n'a pas répondu. Bon, mais voilà, je ne regarde jamais L'amour est dans le pré. Je m'en fous, en fait. Ouais. Ah bon? Clairement. Vous en foutez de quoi? De l'émission? De L'amour est dans le pré. Voilà, les gens regardent ce qu'ils veulent. Je pars du principe aujourd'hui que quand un programme trouve son public, on doit le respecter. Et j'ai eu tort de dire ça. Mais je le regrette et je l'ai dit à Karine. Non, mais vous avez le droit. Et, bon, Karine Marchand, c'est une chose. Je l'ai fait un peu. Elle porte le programme. Oui, mais vous savez comment c'est. Ça a été repris le soir, notamment chez Cyril. Karine s'est vexée. Elle a appelé. Enfin, ça a pris la mayonnaise. Moi, le lendemain, j'étais au salon de l'agriculture. Tout le monde me regardait comme. Mais surtout au salon de l'agriculture le lendemain. Et d'aller taper sur L'amour est dans le pré, c'est. Donc voilà, je regrette. Voilà, on balance pas ça fait partie des choses qui m'ont appris aussi. De pas toujours dire la vérité, de pas toujours dire ce qu'on pense. C'est ça ce que vous êtes en train de dire, Olivier. Est-ce que je dis toujours la vérité, moi? Je perds. Je sais pas, mais si j'essaie, moi malheureusement, je suis une très mauvaise menteuse, si vous saviez. Je me fais avoir à tous les coups. Non, je sais pas faire ça. Juste aussi une petite déclaration que vous aviez faite à propos de l'émission. Ça commence aujourd'hui sur France 2. Vous aviez dit, je pense que Faustine Bollert fait un très bon boulot. Elle a de bonnes audiences. Elle a remonté des après-midi de France 2. On témoigne en 7 minutes. Je pense quand même qu'on survole les choses. Oui, évidemment, c'est pas le même format que vous. Alors, décidément. Deuxième dossier. Encore une déclaration où il faut peser chaque mot.
en fait, c'est pas exactement... cette phrase, elle a été sortie d'un contexte général dans lequel le journaliste me disait que dans Les Yeux d'Olivier, où on traite chaque histoire 24 à 26 minutes, je disais, et d'ailleurs je parlais aussi bien de l'émission de Faustine que celle de Cyril, où à l'époque, puisque ça remonte à quelques années, ça, où on prenait moins de temps pour évoquer ces histoires. Oui. J'ai emprunté le mot survolé, encore une fois. Peut-être n'était-ce pas le terme le plus précis, mais encore une fois, je crois qu'il n'y a rien à redire sur le talent de Faustine, sa capacité à écouter. Il y a souvent des comparaisons entre nous parce que je crois qu'elle a ce talent d'écoute, cette hypersensibilité. L'important, je vais vous dire, c'est que Faustine sait ce que je pense d'elle. Et le jour où... ce journaliste belge me titillait sur Faustine, ensuite c'était sur Cyril, ensuite sur Karine Le Marchand. Bon, voilà. Ouais. Alors, Cyril, en tout cas, vous avez dit des trucs très sympas, il vous adore. Hein. Tout à l'heure, il me disait « Ah, Olivier Delacroix, je l'adore ». C'est vrai, je vous promets. Mais vous savez quoi, on était tous les deux sur France 4 au tout début. Ouais. Et tous les deux, on est sortis... Alors, pas de la même façon. Non, mais regardez, Olivier, ce que vous avez dit. Cyril Hanouna, très doué dans ce qu'il fait. Si on veut se renseigner sur... Oui, c'est vrai, c'est très vrai ce que vous dites. Sur la température de la société, vous pouvez savoir ce qui se passe grâce à TPMP. C'est très libre et populaire. Oui, c'est une émission qui est assez atypique dans le paysage audiovisuel. Mais vous savez, si on veut... je pense que dans notre métier de journaliste, si on veut être le plus juste possible dans notre quête de la vérité, de la réalité... Parce que c'est ce qu'on nous apprend à l'école de journalisme, c'est ce qu'on nous apprend à aller chercher la réalité, la ramener vraiment. Il faut être au courant des choses. Et pour être au courant des choses, il faut regarder aussi bien CNews que BFM, que le journal de TF1 et celui de France Télévisions. Il faut regarder C'est dans l'air, C'est à vous, aussi bien que Touche pas à mon poste. Je pense qu'il faut connaître toutes les tendances et être au courant de ce dont on parle et de qui on parle. Or, j'essaie de me tenir au courant parce que c'est mon métier et que oui, encore une fois, TPMP et Cyril Hanouna ne rencontreraient pas cette popularité et ce public s'il n'y avait pas quelque chose de puissant dedans. Il y a quelque chose de puissant. Lui aussi, c'est ce que je pense. Je sais ce qu'il pense de moi. Et voilà, on s'aime bien. Beaucoup. Et encore une fois, vous savez, encore une fois, dans ce milieu, voilà, c'est pas toujours les plus gentils, les plus voilà, qui sont les plus sympas. Moi, j'adorerais que vous donniez des noms parce que là, depuis tout à l'heure. Mais Cyril, en même temps, voilà, quand il a quelque chose à dire, comme moi, il le dit. Ah, c'est vrai. Bon, et donc, du coup, on n'est pas beaucoup à voilà. Sauf que lui, quand il la ramène, il n'y a pas grand monde qui l'emmerde, tandis que moi, on m'en parle encore 3 ans après. Hein? Oh, écoutez, allez, c'est de bonne guerre. Non, juste, mais non, on demande des explications. C'est intéressant d'avoir votre regard. Bien sûr, mais je suis très à l'aise à vous les donner. Et sur Sud Radio, alors justement, tiens, vous disiez que vous regardiez beaucoup les chaînes info. Vous avez poussé... Ah bah ouais. Bon, vous avez... Je vous vois venir. Je ne suis pas allée chercher bien loin, c'est vous qui avez dit. Mais sur Sud Radio, vous avez poussé un gros coup de gueule sur le traitement de l'affaire Palmade. Ouais. Et ça, vous maintenez. Mais bien sûr que je maintiens. La veille, je vois Yann Moix appelé presque au suicide. Est-ce que vous pensez, sincèrement... Comment ça, appelé au suicide? Qu'est-ce qu'il avait dit, Yann Moix? Il a dit, je crois, ce mec devrait se suicider. Voilà. Mais bon, j'ai vu le traitement d'une affaire... On vérifiera, on va demander à Sacha un gars, bien évidemment, commet une horreur et il sait qu'il a commis l'horreur. Il est sans doute complètement au fond du trou. Et pendant 10 jours, j'entends, comme si chacun et chacune s'essuyait les pieds sur la tronche de Pierre Palmade. À un moment, à Sud Radio, on m'a demandé ce que j'en pensais. Et j'ai dit, j'ai dit stop. Il est peut-être bien de passer à autre chose. Quoi. Ça fait 10 jours qu'on répète les mêmes choses en boucle. Je n'ai pas pris la défense. Je ne le connais pas, Pierre Palmade. Le traitement qui a été fait... Oui, c'était de l'acharnement. C'était de l'acharnement sur quelqu'un qui, dès qu'il a percuté cette voiture, était mort déjà, médiatiquement, sociétalement parlant. Et oui, l'acharnement m'a profondément gêné. Et je vais vous dire quelque chose. Après mon passage à Sud Radio, BFM Télé m'a demandé de venir.
pour répéter ce que j'avais dit. Je suis venu sur BFM, et si vous saviez le nombre de SMS que j'ai reçus me remerciant enfin un peu d'humanité dans ce traitement. Voilà. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu beaucoup de gens pour dire stop, voilà, c'est bon là. Voilà. Les chaînes devraient donc s'abstenir au strict minimum? Je ne dis pas qu'il faut s'abstenir, mais on a traité un fait divers dramatique, bien évidemment avec une célébrité. Est-ce qu'il était nécessaire que ça soit la ligne éditoriale, notamment d'une chaîne, pendant presque 10 jours? Vous avez vu les audiences? Est-ce que vous ne pensez pas que les gens sont intéressés par autre chose? Oui. Non, mais les audiences, Olivier, vous savez comment ça marche. Non, mais oui, mais l'audience... Vous savez comment ça marche. Oui, mais il y a un peu de... Il y a de la dignité à avoir dans notre métier. Est-ce que quand on fait le métier de journaliste, on est là pour informer les gens et pour... pendant que Pierre Palmade percutait cette voiture et tuait un bébé, détruisait le destin d'une famille, il y a des gens qui continuaient à prendre des bateaux pour traverser la Méditerranée. Il y avait la guerre en Ukraine. Il y avait encore tout un tas de choses qui se passaient. Le monde ne s'est pas arrêté de tourner le jour où Pierre Palmade a fait la connerie de sa vie. Voilà, et j'ai voulu dire à un moment, stop. C'est une manière d'abrutir les gens, vous comprenez, de tout le temps leur rabâcher. Et puis, moi, je vais vous dire, ce qui me gênait, c'était que d'un seul coup, un puissant, un mec qui avait du succès, de l'argent, d'un seul coup, il était... à terre. Voilà. Et qu'est-ce que je suis allé dire? Je suis juste allé dire, arrêtez de vous essuyer vos pompes sur ce mec-là. C'est bon. Et ça vous maintient encore aujourd'hui.